Bonsoir, pasteur Alopo. Alors, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs du scrutin des élections législatives de 2023. Des recours ont été introduits. La Cour a débouté le parti Les Démocrates. Mais aujourd'hui, nous parlerons, à la suite de tout ceci, de la fraude électorale. À quand la fin? Vous dites qu'elle doit faire office de réforme. Oui, puis vous savez que j'ai été coordonnateur d'arrondissement. D'abord, j'ai été porte-parole de la Sénat en 2007. Successivement, j'ai travaillé au sein de la Sénat pour plusieurs élections. J'ai une expérience en matière de gestion des élections au Bénin. Et nous savons que la fraude en période électorale devient de plus en plus inquiétante. Et on se pose la question, quand est-ce qu'on va en arrêter? Comment on va mettre fin au tripatouillage au cours des élections, qu'elles soient présidentielles, législatives ou municipales? Il faut qu'on trouve une solution un jour. Il est vrai que la Sénat et le Code électoral a mis un mécanisme qui permet de gérer, de sauvegarder les PV. Il y a 3 PV qui permettent aux candidats, les candidats au poste de vote, les représentants des candidats au poste de vote, de pouvoir signer avec les présidents des postes de vote différents PV pour sécuriser le vote. C'est vrai, quand il y a absence d'un représentant d'un candidat à un poste de vote, ça va poser un problème. Et c'est le cas des démocrates qui ont avoué qu'ils n'avaient pas de représentants au niveau de tous les bureaux de vote. Mais est-ce que l'absence de représentants justifie ce qu'on est en train de vivre actuellement? Je peux vous dire que malgré que les candidats ont les représentants au niveau des bureaux de vote, la fraude persiste, existe. Et je trouve que ce n'est pas la présence des candidats au bureau de vote qui évite les candidats de frauder. Il est important que le choix des membres du bureau de vote soit des choix judicieux. Et quand vous choisissez un président du poste de vote qui est allié à un candidat, c'est une porte ouverte à la fraude. Quand vous choisissez des CA qui sont proches d'un parti politique, c'est une porte ouverte à la fraude parce que c'est eux qui autorisent la fraude. Autrement dit, vous faites un lien entre la crédibilité d'une élection et le bon choix des agents électoraux, c'est ça? Exactement. Vous savez que la Cour constitutionnelle a relevé un certain nombre d'irrégularités commises par les agents du bureau de vote parce qu'ils ont été mal choisis, parce qu'ils ont été mal formés et ils ont rempli les PV de n'importe quoi. Mais la Cour n'a pas tenu compte de ces irrégularités. La Cour a écarté ces irrégularités et a confirmé le chiffre qui est sorti. Ces irrégularités étaient sûrement mineures. C'est des irrégularités qui sont mineures, mais quand il s'agit de bourrage d'urne, et vous savez que le bourrage d'urne ne se fait pas devant le bureau de vote, les gens transportent les urnes dans une maison. C'est le cas à Banter, à Tchaourou et ailleurs dans la Takora. Pasteur, avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Mais nous avons suivi la plateforme électorale de la société civile qui était sur le terrain, qui était observateur, qui a relevé un certain nombre d'irrégularités. Nous avons su que certains CA d'arrondissement ont été jetés en prison pour le bourrage d'urne.
Et je pense que... Mais ce n'est pas parce qu'un CA a été jeté en prison pour bourrage d'urne que l'urne bourrée a été considérée par les institutions organisatrices des élections. Faites attention à ce que vous dites. Oui, mais l'urne a été trouvée où? Je pense que ce que je dis, j'insiste, le choix des agents électoraux importe beaucoup. Et je peux donner le cas présent. La plupart des agents électoraux sont des nouveaux. Ils n'ont pas d'expérience. Pour les agents électoraux qui ont travaillé, qui ont été positionnés dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. Quasiment des nouveaux. Alors qu'il y a eu des cas des agents électoraux qui ont eu beaucoup d'expérience. Mais profil nouveau ne rime pas forcément avec incompétence, pasteur Alorco. Profil nouveau peut... Si les personnes ont été bien formées, le pouvoir ne se pose pas. Mais vous savez, il faut avoir un certain nombre d'expériences pour gérer des élections comme une élection législative. Moi par exemple, j'ai postulé pour le poste de CA. Je n'ai pas été retenu. Finalement, j'ai été coaché comme point focal. Et je ne me plains pas. Mais il y a beaucoup de CA qui ont bien fait le travail. Ça, je reconnais. Mais il y en a qui n'ont pas su maîtriser parce que le temps qu'on leur a donné pour s'installer ne leur a pas suffi de faire un bon travail. Alors, vous condamnez donc le manque de formation des agents électoraux? Le manque de formation des agents électoraux a contribué à ces irrégularités que nous avons vues lors de ces élections. Et je pense qu'à l'avenir, la Sénat doit pouvoir corriger ce dysfonctionnement qu'on a observé. Alors, pasteur Alorco, à suivre l'audience de la dernière fois à la Cour constitutionnelle, la Sénat a dit que les PV de compilation étaient caducs. Est-ce qu'on peut dire qu'un PV de compilation peut être caduc? À quel moment peut-on dire qu'un PV de compilation est caduc? Merci, Tis. Oui. Nous sommes dans un processus. Après l'annonce des tendances par la Sénat, il appartient à la Cour constitutionnelle de donner les premiers résultats définitifs. Je dis premiers résultats définitifs parce que il y a des recours qui doivent pouvoir parvenir à la Cour constitutionnelle après les premiers résultats définitifs. On a vu des cas où certaines personnes ont perdu leur siège. À l'Assemblée, ils étaient déclarés élus, mais après les recours, ils ont perdu leur siège. C'est le cas du ministre Benoît Degla. J'étais CA à Bani, dans un arrondissement de Ouessé, où le ministre Degla était candidat contre un UP. À la première proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, Degla n'était pas élu. Mais Degla a constaté qu'il y a eu de la fraude, particulièrement à Bani, dans l'arrondissement que j'ai géré en tant que CA. Il a introduit un recours à la Cour constitutionnelle et pour appuyer son recours, il a fait recours au CA de Bani que j'étais. C'était dans le cadre de quelles élections, s'il vous plaît? Élections de 2019. Les législatives de 2019. Les législatives de 2019. J'étais tranquille chez moi à Saint-Mépodji quand il a envoyé un émissaire vers moi pour prendre mon PV de compilation. Après que la Cour ait donné les premiers résultats définitifs. C'était pour justifier le fait qu'il y a eu fraude dans sa circonscription électorale, précisément à Bani. Et pour appuyer son argument, son recours, moi j'ai remis volontairement mon PV de compilation. Et mon PV de compilation est limpide, propre. Mais où se situait la fraude? La fraude ne se situait pas sur mon PV de compilation. La fraude se situait quelque part d'autre, est-ce à la Sénat. Mais en appuyant son recours
avec mon PV de compilation, la Cour lui a donné gain de cause et il a retrouvé son siège. Mais est-ce que mon PV de compilation que j'ai remis, au moment où j'ai remis le PV de compilation, le PV était caduc? Si le PV était caduc, la Cour n'allait pas prendre ça en compte et rendre justice à monsieur. Aujourd'hui, dans le cas d'espèce, la Sénat dit que les PV de compilation sont caducs. Et ma question pour vous, c'est est-ce que la Sénat est juge du contentieux pour apprécier de la caducité des procès-verbaux de compilation? J'ai dit non et non. La Sénat n'est pas juge du contentieux. La Sénat ne peut pas dire que le PV de compilation réclamé par les démocrates sont caducs. Cet argument ne tient pas du tout. Devant un jury, cet argument ne tient pas parce qu'on est toujours dans le processus du règlement du contentieux. Dès que le contentieux serait terminé, définitivement terminé, et que les recours introduits par les uns les autres auraient eu une issue favorable, la Sénat est libre de déclarer ces PV de compilation caducs. Vous savez, pour les élections municipales, c'est la Cour suprême qui est juge du contentieux. Et vous savez que le contentieux devant la Cour suprême pour le compte des élections municipales, ça dure parfois 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce veut dire que la Sénat doit pouvoir faire disparaître ces pièces? Je dis et je confirme que la Sénat est garant de la transparence et de la crédibilité des élections. La Sénat est le gardien des actes, de tous les documents électoraux qu'on lui transmet jusqu'au procès définitif introduit devant les juridictions contentieux. Alors, en venant aujourd'hui à Reporter Bénémonde, c'est que vous vous basez sur une jurisprudence de 2019 pour dire que la Sénat n'a pas le droit de dire que les PV de compilation sont caducs. Merci, madame. On dirait que vous êtes plus averti que moi. Je dis et je confirme que le fait que la Cour constitutionnelle a rétabli l'ancien ministre, l'ancien député Degla en 2019, ça fait une jurisprudence chez nous au Bénin. Et que sur cette base, la Sénat ne peut pas déclarer que le PV de compilation est caduc. Ce n'est pas possible. Et il va falloir que la Cour retourne dans ses archives pour retrouver la décision qui a permis de rétablir Degla dans ses droits, qui a permis à Degla de retrouver son siège après l'avoir perdu dans un premier temps. Si la Cour retourne, il va voir les pièces qui ont été jointes, les arguments que la Cour a développés en ce temps pour permettre à Degla de retrouver son siège. Si la Cour le fait, la Cour devait refuser à la Sénat cette fausse déclaration qu'elle a faite. Pasteur Alokpo, puisque les décisions de la Cour sont sans recours et que la décision a déjà été rendue, quel est finalement l'objectif de cette interview que vous nous accordez? Mais je voudrais simplement dire que la Cour elle-même détient le volet numéro 1 de tous les procès-verbaux des PV de compilation. Je prends un exemple. Nous suivons tous le football et au cours d'un match, quand il y a une faute grave dans la surface de réparation et que l'arbitre central n'arrive pas à observer cette faute, il est demandé à l'arbitre d'aller regarder dans l'écran, dans le viseur, dans le radar, pour voir clairement si la faute est commise dans la surface de l'opération. Il est apparu
que quand l'arbitre central va vers son radar ou son viseur pour regarder la faute commise et qu'il s'aperçoit que réellement il y a une faute, il siffle en ce moment le pénalty et rétablit les gens dans leur droit. Et c'est pour dire quoi? La Sénat est tenue de fournir les informations demandées par les démocrates. La Cour constitutionnelle doit regarder dans son viseur parce que les mêmes PV de compilation, elle reçoit le volet 1, la Sénat reçoit le volet numéro 2, le CA, le coordinateur d'arrondissement, reçoit le volet numéro 3. Et c'est sur la base du volet numéro 3 que M. Degla a été rétabli dans ses droits en 2019. Est-ce qu'on peut dire que ce volet numéro 3 que j'ai remis est caduque? Non. Je pense qu'il y a une question de jurisprudence qui se pose. Ça peut interpeller les uns et les autres, ça peut interpeller et la Sénat et la Cour constitutionnelle. La Cour a déjà rendu sa décision, cette décision est sans recours, mais il est aussi possible que la Cour se retourne en arrière pour voir si elle a commis une erreur ou pas. Alors, pasteur Michel Alokpo, pour finir, vous condamnez fermement la fraude électorale. Vous dites qu'elle doit faire office de réforme par le chef de gouvernement et vous préconisez au mieux le choix du vote électronique désormais au Bénin. Je pense que c'est la dernière décision parce que malgré le mécanisme mis en place par la Sénat pour éviter les fraudes, les gens continuent de frauder, de bourrer les urnes. Mais par un vote électronique, ça limite les fraudes. Le même jour, le lendemain, on a le résultat des élections. Et je pense que le président de la République doit pouvoir insérer cela dans ses réformes en cours. Sinon, cette réforme aura été à moitié réalisée. On ne peut pas permettre, le peuple béninois ne peut pas permettre que des gens soient élus et qu'ils ne soient pas confirmés par les institutions chargées d'organiser les élections. Mais quelqu'un qui a eu un suffrage supérieur à son challenger et qu'à cause de tripatouillage, il perd les élections, c'est pas juste. Il va falloir qu'on règle définitivement cette question de fraude en demandant au chef de l'État d'insérer dans son programme un vote électronique. Ça va coûter cher, mais il faut y mettre des moyens. Je peux vous confier que cette année, au cours des élections, le ministre des Finances n'a pas mis suffisamment aussi des moyens à la discussion de la Sénat. C'est ce qui a causé quelques insuffisances, quelques dysfonctionnements dans le au cours de ces élections. C'est important qu'on y veille. Également, la réforme doit atteindre cette question de transhumance politique. Tant qu'on ne va pas régler la question de transhumance politique, ça posera toujours des problèmes parce que actuellement, les démocrates sont dans une situation un peu délicate. Ils se demandent est-ce que ces élus, c'est surtout des nouveaux élus, des nouveaux députés qui vont siéger à l'Assemblée, ils ne vont pas trahir le parti quand ils seront à l'Assemblée. Vous avez eu des cas qui se sont passés dans le passé. Il faut nécessairement qu'on en arrive à régler la question de la transhumance politique pour qu'il y ait un peu plus d'éthique au sein de cette réforme du système partisan. Je conclus en disant que le Bénin n'a pas besoin des gens qui vont tripatouiller pour être élus députés. Le Bénin a besoin des gens
qui vont obtenir les voix autorisées du peuple et qui doivent représenter dignement du peuple au sein de cette 9e législature. Et si ce n'est pas le cas, si on va toujours compter sur la fraude pour se faire élire à l'Assemblée nationale, je vais dire que le système partisan va prendre un coup. Et le Bénin sera toujours dans des situations compliquées qu'on ne peut pas expliquer. Je vous remercie et je dis que la démocratie sera debout si le président de la République et le gouvernement et les députés à l'Assemblée font tout possible pour régler ces deux questions, surtout du vote électronique, surtout de la question de la transhumance politique. Nous aurons la paix dans ce pays. Merci, Pasteur. Alors,